Merci d'être toujours en notre compagnie pour cette deuxième partie de Politicia. Nous sommes toujours accompagnés de nos invités, M. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, M. Mama Zang Nezoun et M. Jean-Marie Talé. Après avoir connu une forte croissance économique pendant des années, l'économie de la sous-région d'Afrique centrale, avec environ 45 millions d'habitants, subit de plein fouet la chute des cours du pétrole et des matières premières, aggravée par la crise sécuritaire dans la sous-région. Les enjeux du sommet d'Oyala s'annoncent donc capitaux, comme nous l'explique ce sujet de la rédaction. Les indicateurs clignotent dans la zone CEMAC. Moins prononcé en 2015, le ralentissement économique au sein de l'espace s'est confirmé cette année. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale annonce en effet un taux de croissance d'1% en 2016 contre 2,8% en 2015, soit un différentiel de plus de 5 points avec l'UMOA, une conjoncture atone en raison de la persistance des effets collatéraux de la chute des cours du baril. Le contexte économique sous-régional nous interpelle. En effet, la diminution de la demande mondiale en pétrole a entraîné ces derniers mois un effondrement brutal du prix du baril. Ce principal levier de la plupart de nos économies perturbe nombre de prévisions budgétaires de nos États, de même qu'il hypothèque la réalisation de nombreux projets de développement et les subventions sociales en faveur de l'emploi, de la santé et de l'éducation. Plus que jamais, la diversification de nos économies se révèle être une nécessité absolue. La diversification, tel est donc désormais le mot d'ordre dans la sous-région, d'autant plus que les autres indicateurs restent tout aussi inquiétants, avec une inflation qui gravite autour de 3% et un déficit budgétaire qui se situe à 7,9% du PIB. Pour inverser la tendance, des solutions structurelles s'imposent, l'amélioration du climat des affaires, le changement des mentalités et, plus important encore, l'essor de nouveaux savoir-faire, autrement dit, d'un tissu économique entrepreneurial plus dense et plus créatif. La plupart de ces pays-là, la diversification qui est en cours, qui est relativement importante, gagne à franchir de nouveaux paliers. Une meilleure gouvernance permettrait déjà de contribuer à une croissance économique un peu plus forte. Une meilleure gestion, ne serait-ce que des finances publiques, contribuerait à améliorer les performances économiques dans ce pays. Certains l'ont déjà compris. C'est notamment le cas du Cameroun qui bénéficie de l'économie la plus diversifiée de la région. Le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo et le Tchad suivent le pas avec la mise en place de plans nationaux de développement économique et social. Encore faut-il passer de la parole aux actes. Monsieur Zang, quels sont pour vous les enjeux de ce sommet d'Oyala? À quoi peut-on s'attendre? Tout d'abord sur le plan sécuritaire. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème sécuritaire avec la menace de Boko Haram, les troubles permanents en République centrafricaine et puis dans la zone des 3 frontières entre le Tchad, la République centrafricaine et le Soudan. Il y a de vrais problèmes qui nécessitent donc des financements importants. Mais ce problème-là, j'ai l'impression qu'il se règle plutôt au niveau du Sahel. C'est-à-dire que l'Afrique centrale, à part le Tchad et le Cameroun aussi, ils sont très peu présents. Je voudrais quand même rappeler un fait qui n'est pas très connu. Le Tchad se plaint, n'est-ce pas, du coût extrêmement exorbitant des enjeux sécuritaires et puis des forces qui sont déployées au Mali et puis les incursions fréquentes du président Idriss Déby en République centrafricaine. Le Cameroun, lorsqu'il avait reçu de l'argent de l'Organisation des Nations Unies, toute sa part, il l'a reversée au Tchad, entièrement. Donc c'est un geste de solidarité de la part du gouvernement camerounais pour épauler le Tchad dans la lutte contre la menace terroriste qui est extrêmement prégnante. Ça, c'est important à souligner.
Alors aujourd'hui, l'espace est en crise. On se demande finalement à qui la faute. Comment expliquer que les États n'aient pas profité de la manne pétrolière pour diversifier les économies, Jean-Marie? Ça relève toujours encore au niveau de l'irresponsabilité, du manque d'anticipation. Donc les responsables de nos États, de nos différents États de la zone CEMAC n'ont pas su anticiper ou n'ont pas été capables d'anticiper quand les cours des matières premières étaient à la hausse. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes une économie qui est fortement dépendante des matières premières, donc des fluctuations des coûts. Que ce soit le pétrole, le cacao, le café, le coton, en fait, tout ce que nous pouvons exporter. On n'a constitué aucune réserve dont n'ayant pas anticipé, on se trouve donc aujourd'hui le bec dans l'eau. On est la zone qui a le plus gros potentiel en termes de matières premières et en termes de solutions. C'est la zone la plus pourvoyeuse de solutions aux problèmes du monde entier aujourd'hui, ne serait-ce qu'à travers ce qu'elle a comme potentiel naturel. Mais malheureusement, c'est mal exploité, sous-exploité et mal utilisé. On est aussi la zone où la volonté de la jeunesse, c'est une des zones qui est aussi les plus jeunes, la volonté de la jeunesse de s'intégrer, de participer, de contribuer à l'essor économique est réelle. Mais malheureusement, on ne profite pas, les politiciens que nous avons souvent malheureusement dans la gestion de ces États ne profitent pas de ces opportunités. Et ça pose donc de sérieux problèmes. Monsieur Zang a parlé tout à l'heure du coût très élevé de la lutte contre le terrorisme, mais aujourd'hui l'enjeu est purement ou plus ou moins économique. Les pays sont en crise et notamment le Tchad qui a un petit peu le rôle de gendarme de l'Afrique. Est-ce que finalement cette mauvaise conjoncture ne va pas entraîner un relâchement dans la lutte contre le terrorisme, monsieur Abdelkerim? La lutte contre le terrorisme a bon dos. On justifie tout par les coûts sécuritaires. C'est absolument pas vrai. Mais c'est absolument pas vrai. Le responsable, c'est plus la gestion de ces ressources-là, comment a été gérée. Parce que si on prend le coût global de cette lutte-là, ça représente quoi? En gros, sur le budget de l'État, 300 milliards, 400 milliards. Donc moi, pour je crois vous, que c'est une fausse excuse. Les pays ont le moyen de... Cette façon de dire qu'à cause de la lutte contre le terrorisme, on justifie tout. De tout et rien. Je crois que, regardez plutôt, quand on regarde les variables macroéconomiques de ces États-là, et si on voit comment l'argent de cette manne pétrolière, comme a dit mon co-débatteur, a été géré, où a été investi. Cette économie qu'on avait avant le pétrole, avant 2014, après 2015. Donc ces 2 années, on a eu, quand on regarde l'économie de ces États-là, on a vraiment engrangé énormément de réserves qui auraient pu permettre de rendre positifs les termes d'échange. Mais donc je vais juste finir. Donc maintenant, il faut se poser la question, où est parti cet argent-là? Parce que si on a bien géré cet argent, investi là où il se doit, nos États auraient eu une soupape de sécurité pour amortir ce choc. Et aujourd'hui, on va à ce sommet-là, on ne parle pas de sécurité au sommet de Yaoundé. Non, on parle soit d'évaluation ou bien ajustement structurel. C'est l'enjeu de l'heure, il est économique. Voilà. Monsieur Zang. Du coup, on ne parle pas du tout de sécurité. Je voulais juste donner un chiffre. Le Tchad a perçu entre 2004 et 2014 plus de 9 000 milliards de francs CFA. 2004-2014. À quoi a servi cet argent-là? Où est-il allé? C'est exactement la même chose au Gabon, c'est exactement la même chose au Cameroun et en Guinée équatoriale. Donc il y a 2 facteurs. La première, c'est qu'on a une gestion prédatrice et chaotique des deniers de l'État, un peu fantaisiste. Et puis, en même temps, ils font des demandes d'avance statutaire au niveau de la Banque centrale. Ils prennent cet argent-là, mais ils sont incapables, comme le disait tout à l'heure, d'anticiper et puis de créer un climat de sécurité à l'intérieur, sécurité sociale, j'entends. Alors, pour sortir de la crise, le FMI, le Fonds monétaire international, a proposé 21 résolutions, des ajustements structurels. Jean-Marie, en quoi cela consiste concrètement et surtout, est-ce que vous y êtes favorable? Vous savez, les 21 résolutions qui ont été prises à Yaoundé, bon, ça me fait sourire parce que quand on a vu la présentation, on s'est aperçu qu'en fait, le FMI était arrivé avec naturellement son mentor Sapin,
pour défendre son franc CFA, en tout cas en zone francophone, mais avec des solutions déjà plus ou moins arrêtées. Ça veut dire qu'en gros, ces mesures-là, les 21 mesures, il faut pouvoir les mettre en application. Or, on les a prises de façon un petit peu, et permettez l'expression, un peu légère. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris la mesure de la situation profonde dans nos différents pays. Alors, ce que disait mon collègue tout à l'heure, parlant de l'impact de la sécurité sur l'économie, effectivement, le fait que la sécurité consomme une partie du budget peut empiéter sur le développement économique, le financement en tout cas de l'activité économique. Mais ça ne justifie pas tout, effectivement. Donc à partir de là, quand on voit les mesures qui sont prises, les 21 mesures qui sont prises, on se demande si c'est eux, en fonction de leur réalité, qui ont rédigé ces solutions, ou si on leur a imposé ces solutions pour apaiser la population et dire qu'on on a essayé. Donc, vous voyez les deux points qui vous intéressent. Non, si vous voulez, c'est un peu n'importe quoi. Ce sont des mesures qui vont toucher de près les populations. C'est un peu n'importe quoi, mais des mesures qui vont toucher. Mais je peux vous dire que ces mesures-là ne seront pas applicables. Ça. Allez-y, Monsieur Abdelkerim. Je crois qu'il ne faut pas s'attendre que le FMI ou la France puissent vraiment trouver la solution pour les économies africaines. Vous savez, le FMI, ce n'est pas la première fois qu'il est venu en Afrique. Souvenez-vous des années 80-90 avec les plans d'ajustement structurel, la dévaluation après 90. Les États sont sortis complètement anéantis. Mais si on refuse aujourd'hui ces ajustements structurels, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'alternative? Justement, ces États-là ont fui. Ces États-là ont fui le FMI pour aller ailleurs, pour même emprunter. Et aujourd'hui, le même FMI revient avec les mêmes mesures de coercition. Merci, Monsieur Abdelkerim. Monsieur Zang, les alternatives. Il y a plusieurs alternatives. Regardez la composition du gouvernement gabonais et regardez la composition du gouvernement camerounais. Plus de 80 ministres. Chacun. Pour des pays, le Gabon a à peine 2 millions d'habitants. Bon, il faut d'abord commencer par réduire le train de vie de nos États. C'est absolument indispensable. Et la taille des institutions. Vous avez un Sénat, vous avez le président, 60-80 conseillers qui sont tous grassement payés. Vous pensez qu'il y a beaucoup trop d'institutions budgétivores? Mais elles sont budgétivores. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord parce que elles ne servent strictement. On va prendre votre point de vue juste après. Quand vous avez 80 ministres avec 5 ou 6 ministres d'État, quand vous avez une pléthore de conseillers, quand vous avez des institutions qui ne servent strictement à rien. Regardez, il y a un conseil qui s'occupe, n'est-ce pas, de la gestion des ressources pétrolières au Tchad. On n'en voit pas l'utilité. Et en plus, au Tchad, précisément, une certaine partie des recettes du pétrole devrait être sur un compte bloqué à Londres pour servir les générations futures. Et puis, on s'est servi du prétexte sécuritaire pour retirer tout cet argent-là, et il n'y a rien dans ce compte-là aujourd'hui. Monsieur Abdelkerim. Je crois qu'il faut plus aller dans la transparence de la gestion des ressources, la bonne gouvernance, les libertés démocratiques. Il faut demander la démocratie, parce que tant qu'il n'y a pas de démocratie et un état de droit, on ne peut pas vraiment faire des affaires où l'économie... Pourquoi j'ai dit ça? Parce que cette façon de gouverner et de gérer les ressources est basée sur la corruption. Donc quand nos États sont parmi les premiers États corrompus du monde, on ne peut pas appliquer ces mesures de la Banque mondiale tant qu'on n'a pas assaini la gestion des dépenses et des recettes de l'État. Ça, c'est absolument fondamental. Après, d'autres alternatives, c'est aller ailleurs aussi. Pourquoi absolument aller au FMI? On peut aller dans les partenaires comme le Brésil ou la Chine ou ailleurs. Beaucoup ont évoqué la possibilité justement de se tourner vers les BRICS. Vers les BRICS. Oui. Même si les BRICS n'ont pas encore une banque qui fonctionne. Mais en tout cas, ils ont une connaissance, en tout cas, des économies émergentes. Des difficultés de l'environnement, dans des environnements émergents. Alors, l'une des problématiques qui se posent aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas forcément besoin que des institutions extérieures à l'Afrique viennent apporter des solutions aux problèmes de l'Afrique. L'Afrique a la capacité, en fonction de ses réalités, de mettre en place des solutions qui lui conviennent et qui sont adaptées à sa situation sociale et économique. Les 21 mesures qu'on vous a données, c'est des mesures qui viennent de l'extérieur, des gens qui regardent de loin. Donc, c'est pour ça que ces mesures ne sont pas applicables. En tout cas, l'applicabilité de ces mesures-là, ça ne vaudra pas grand-chose sur nos économies africaines. Et de l'autre côté, quand vous regardez la multiplication des institutions, effectivement, ça alourdit la dépense publique. Quand vous regardez des pays qui sont censés être émergents, le coût de ce qu'on achète dans les dépenses pour les dépenses publiques, en termes, si vous prenez le parc de véhicules, rien que ça, vous voyez déjà ce que ça donne. Donc en termes de ce que ça coûte
énormément. Et l'utilité, la rentabilité de tout ça n'est pas forcément mesurable. En tout cas, ça ne suit pas. Monsieur Zang. Les dirigeants qui peuvent décider face au FMI ou à la France. Parce que ces dirigeants qui sont partis à Yaoundé ne sont pas des gens qui sont capables de dire ce qu'ils pensent à la France ou au FMI. Ils sont partis prendre des instructions. Beaucoup d'entre eux, si ces États disent non aujourd'hui au FMI, est-ce qu'ils ne craignent pas de voir justement un durcissement au niveau des financements internationaux? Comment on les tient? Ils les tiennent parce que, la plupart sont des dirigeants illégitimes, ou ils ne sont pas légitimes dans leur propre pays ou gouvernent de façon chaotique. De deux, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils disent par rapport à la France ou au FMI? Quels moyens ils ont pour s'imposer? Monsieur Zang. Alors, on a oublié de le dire depuis le début de cette émission, l'Afrique centrale est la région d'Afrique où les pouvoirs brutaux et autoritaires qui sont en place depuis de très longues années refusent obstinément et avec une arrogance incroyable l'alternance. À partir de ce moment-là, ils sont dans une espèce d'illégitimité vis-à-vis de leur population et du coup, c'est très difficile de faire passer des mesures d'austérité alors que la population voit très bien que ce sont ces conditions de vie qui se détériorent alors que, et en plus, vous savez très bien que la plupart enfin il y a au moins 2 ou 3 chefs d'État d'Afrique centrale qui sont cités dans des affaires qui traînent des casseroles judiciaires en France, bien mal acquis, et ainsi de suite. Donc, comme on dit chez nous souvent, le poisson pourrit par la tête, donc il faudra d'abord commencer par assainir et avoir une alternance crédible, avoir des chefs d'État responsables et qui puissent prendre des décisions qui engagent leur peuple et quand ils auront la légitimité démocratique nécessaire, ils sont soutenus par ces peuples-là. Dans cette optique-là, ils pourront faire les vraies réformes. Merci. Allez-y, très rapidement, Jean-Marie. Finalement, quand on n'a pas de vision, comme la plupart de nos chefs d'État en zone d'Afrique centrale, quand on n'a pas de vision et de politique à long terme projetée pour sa population et pour sa sous-région, il est clair et net qu'on ne peut s'appesantir, en tout cas s'accrocher qu'à ce qui était déjà. Il y a des alternatives et il y a aujourd'hui la marge de manœuvre possible pour sortir des situations. Et il y a les BRICS qu'il faut aussi encourager parce qu'elles ont les solutions à nos problèmes, parce qu'elles sortent de là et savent ce que c'est. Le FMI n'est pas à mettre à la poubelle, mais c'est de voir les négociations, les discussions véritables. En tout cas, ce qu'a proposé le FMI en Grèce n'a pas porté les fruits en Grèce, en tout cas. Donc, le FMI s'impose ou donne des leçons parce que cet FMI-là finance justement les manquements de ces dirigeants-là. Chaque fois qu'ils sont en faillite, c'est le FMI qui revient au secours. Et à chaque fois, le FMI donne de l'argent comme leurs manquements. Et c'est normal que le FMI donne des leçons. Mais si vous voulez qu'il n'y ait pas de leçons des FMI, celui qui paye, qui organise. Le FMI se permet cela. Depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, tous les États de l'Afrique centrale sont sous perfusion de FMI. Merci, Monsieur Abdelkerim. Nous allons à nouveau marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie de Politicia. À tout de suite.